Bonjour à vous. Aujourd'hui, une vidéo pour aborder l'histoire de France. Alors, vous allez me dire, quand on parle de la Révolution française et de l'épopée napoléonienne, bon, tout a été dit sous tous les angles. Eh bien non, c'est absolument faux. En fait, si on connaît bien les faits, l'interprétation qui en a été faite, euh, moi, ne me satisfait absolument pas. Et donc, je vais vous donner ma version, c'est-à-dire une version personnelle de comment il faut interpréter cette période, en fait. Alors, je fais une parenthèse, hein, je ne suis pas historien, je ne suis pas un érudit, donc tout ce que je dis doit être remis en cause, c'est évident. Cependant, comme c'est une version inédite, je crois que ça peut être utile de la présenter. Alors déjà, il y a quelque chose qui m'a mis la puce à l'oreille, dans le fait que l'interprétation qui en a été faite a été volontairement détournée. On va dire détournée, trafiquée. Parce que à la même époque où Napoléon perd à Waterloo, ça se juxtapose pratiquement, il y a la plus grande éruption volcanique de l'histoire de l'humanité, hein, de ce qu'on connaît, de mémoire d'homme. L'éruption du Tambora. Alors vous allez me dire, oui, c'est en Indonésie. C'est en Indonésie, mais... Et puis peut-être qu'à l'époque, on n'arrivait pas à faire la relation entre une éruption à l'autre bout de la planète et puis le climat, si vous voulez. En attendant, on parle des éruptions des ères plus anciennes comme le Vésuve, Pompéi, le Krakatoa, on en parle, c'est connu. Et on ne parle pas du Tambora, et ça ne doit rien au hasard, en fait. Parce que le Tambora, bon, c'est la plus grande éruption au niveau de l'intensité. Hein, c'est-à-dire que ça fait... je mettrai un documentaire dessus en fin de vidéo pour que vous mesuriez... Il y a eu des dizaines de milliers de morts autour, dans la région, si vous voulez, de l'Indonésie, mais il y a eu des centaines de milliers de morts parce que sur le climat, à terme, ça a engendré par les rejets de poussière et de cendres dans l'atmosphère, ça a engendré des chutes de température l'année suivante à l'échelle planétaire et des famines, si vous voulez, qui ont touché l'Europe. Et moi, je prétends qu'on ne parle pas de cette éruption volcanique gigantesque parce qu'on en aurait parlé si elle correspondait aux victoires de Napoléon, mais on n'en parle pas parce que ça succède à la défaite de Napoléon. Parce que oui, parce que moi j'ai une interprétation tout à fait particulière de l'histoire. J'explique que la décapitation, parce que il faut comprendre mon point de vue, j'explique que le christianisme original a été dévoyé par une version plus superficielle qu'est le catholicisme. Et que le catholicisme a lui-même été dévoyé par le protestantisme qui est une copie du catholicisme. Après, j'ai expliqué que les juifs sionistes ont induit les protestants en erreur et que ça a permis la résurgence d'Israël sur la dégradation des résiduels religieux. Mais quand on comprend ce point de vue-là, qui se vérifie historiquement, hein, je suis désolé, les guerres caribéennes, les guerres de 7 ans, voient la fin de la domination des monarchies catholiques françaises et espagnoles et l'émergence de la monarchie protestante qui va bénéficier de la décapitation du roi Louis XVI, donc de la Révolution française, et ce que va donner l'épopée victorienne, si vous voulez, l'âge d'or colonialiste anglais. C'est là qu'il faut se poser la question, c'est que celui qui bénéficie d'un événement tragique en est peut-être l'initiateur. Donc pour moi, ça me paraissait logique que les Lumières, en fait, sont des francs-maçons français initiés par leurs confrères anglais et qui leur ont soufflé l'idée de la Révolution française, parce que tout ça, ça permet quand même aux protestants de prendre la main mise en se débarrassant d'un concurrent, le roi catholique. Alors, je ne suis pas un monarchiste, j'ai déjà dit que le modèle monarchique est un modèle de rapport au père et à la mère totalement disproportionné. C'est-à-dire qu'on met le père et la mère sur un piédestal. Sans compter que ce sont des familles illégitimes la plupart du temps qui sont imposées par le meurtre. Bref, il suffit de voir les récits des monarchies, des familles monarchiques qui succèdent dans l'histoire. Hein. C'est rarement du fair play dans l'histoire. Hein. Bon, bref. Bref. Donc, il fallait s'émanciper de la monarchie, mais
Si on tient en compte que pour que ça tienne, il faut quand même qu'il y ait un père symbolique, et qu'on doit s'émanciper du père et de la mère par la droiture, alors le meurtre du père induit de toute façon un échec émancipatif et ça confine à une gestion de patrimoine morbide. Je vous signale que si l'idée des protestants c'était de soumettre la culture française à un rapport économique sur leur propre modèle à eux, la Révolution française amène au marché transatlantique. Si on prend en compte le fait que, à partir du moment où la monarchie protestante perd ses prérogatives au point de vue mondial économique et que le colonialisme anglais se retrouve déporté par le néocolonialisme américain, on voit bien que c'est le Commonwealth et puis les anglo-saxons qui prennent la suite et que la France finalement se soumet progressivement à la culture anglo-saxonne. Donc, quand on a une vision globale, on se rend compte que finalement la Révolution française, c'est la dégradation de la culture française résiduelle au profit d'une normalisation judéo-protestante finalement, puisque la superficialité des protestants est accaparée progressivement par le judaïsme, qui le mène par le bout du nez. En l'occurrence, tout se recoupe. En 1815, à la défaite de Napoléon, c'est Lord Rothschild qui, en faisant croire aux Anglais que Napoléon a gagné, leur fait vendre tous leurs titres et les rachète pour une bouchée de pain. Du coup, l'économie anglaise appartient, mais c'est logique, puisque, et là je vais faire une parenthèse, c'est là que ma vision est tout à fait particulière de l'histoire de France. Marie Shelley écrit son bouquin en, je sais pas, c'est 1816, je crois. Qu'est-ce qu'elle parle quand elle sort son bouquin, la Frankenstein? Elle parle de l'Europe morcelée, fruit des machinations anglaises, finalement. Et c'est pile au moment où l'éruption du Tambora induit, donc un an après la défaite de Napoléon, que l'Europe se retrouve plongée dans des étés sans soleil, où il neige l'été, où aux États-Unis, enfin, c'est pas encore les États-Unis, mais en Amérique, les lacs sont gelés en été, les températures sont... Et ça crée des famines épouvantables. Notamment, il y a des centaines de milliers de morts. Et c'est la conséquence de l'éruption du Tambora. Mais comme on ne parle pas de cette éruption du Tambora, moi je me suis dit, c'est pas pour rien, on parle des plus grosses éruptions, mais celle-là on n'en parle pas. Évidemment que les Anglais n'en parlent pas, ni les Américains de l'éruption du Tambora. Ça se juxtapose au fait qu'ils détruisent, si vous voulez, l'Europe résiduelle au profit d'une normalisation superficielle des différents pays à leur modèle économique. Et que ça crée des famines et des airs sans soleil, si vous voulez. Le peintre Turner a dépeint la particularité du fait que... parce que les peintures de Turner, William Turner, le peintre Turner, sont particulières. Elles dépeignent souvent des couchers de soleil flamboyants. En fait, vous regarderez le documentaire que je mettrai à la fin de la vidéo et vous comprendrez ce qu'il en est. L'éruption du Tambora qui se juxtapose à la défaite de Napoléon va un an plus tard engendrer des famines monstrueuses donc, en Europe et on passera ça sous le silence parce que c'est la victoire de la monarchie protestante sur ce qu'ils ont impulsé parce que, il faut bien comprendre, la monarchie catholique, parce que les Anglais ont appuyé la décapitation de Louis XVI comme par hasard, a induit une grande impulsion puisque le fait d'être soumis à des familles monopolistiques induit une grande tension, si vous voulez. À la décapitation de Louis XVI, tout ça, ça sort, si vous voulez. Et Napoléon incarnera la dynamique impulsée par l'émancipation aux anciennes familles monopolistiques catholiques françaises. Mais, j'ai expliqué, de toute façon, tout ce qui est... parce que la Révolution française, c'est quand même pas des gens vertueux. On peut toujours dire qu'on tue le père symbolique pour faire pire. C'est-à-dire que c'est des gens situés en dessous qui veulent prendre les prérogatives pour eux, mais qui sont plus vulgaires. En l'occurrence, la prise de la Bastille, c'est fait par des individus dépravés. Napoléon ne s'inscrit pas dans cette mouvance-là, si vous voulez. Il fait partie de familles évidemment riches en dessous, qui vont bénéficier de la chute des grandes familles catholiques, si vous voulez. Donc il va représenter quelque chose de sous-jacent dans toute l'Europe et qui était maintenu, si vous voulez, sous domination des monarchies. C'est pour ça qu'il va y avoir une grande impulsion et que Napoléon va séduire, si vous voulez. Et que finalement, toutes les monarchies vont s'allier contre le mouvement révolutionnaire français. Mais, comme j'ai expliqué, il y a du gauchisme dans cette histoire, puisque c'est le meurtre du père.
On ne s'émancipe pas du père par la droiture en disant par exemple que le modèle monarchique est vétuste, que c'est un rapport au père et à la mère totalement absurde, qui met le père et la mère sur un piédestal totalement hallucinant, et que bon, bah, ça vaut plus le coup, quoi. La réalité, c'est que comme on n'y arrive pas, ça se fait par la violence. Alors vous allez me dire, bah, c'est facile, t'as qu'à te prendre les pauvres petites familles d'ouvriers, enfin, c'est pas de travailleurs, on va dire, le faisaient sous la contrainte souvent. Bon, c'est pas tout à fait la vérité. Il y avait beaucoup de gens qui aimaient leur roi et qui. Non, non, c'est pas tout à fait vrai. Bon, c'est vrai qu'il y avait une, une, une contrainte violente pour soumettre les gens. C'est la réalité. Les gens qui se rebellaient étaient. Mais on a. Et puis il y avait autre chose aussi, parce que c'est vrai, il ne faut pas être manichéen. Mais le roi Louis XVI était gangréné déjà par les idées libérales anglaises. Hein, donc c'était en train de s'effondrer. Hein, je veux dire, la monarchie catholique était déjà de plus en plus superficialisée et séduite par le modèle anglais. J'ai expliqué, hein, le protestantisme est une copie du catholicisme plus superficielle. D'ailleurs, on va passer d'une ère religieuse résiduelle à une ère industrielle, c'est-à-dire totalement marchande, et c'est pas par hasard que les juifs en tirent parti. Hein, l'ère victorienne anglaise sera totalement marquée par le sceau d'Israéli qui va encourager la reine d'Angleterre aux erreurs de déportation coloniale qui vont lui permettre progressivement de mettre en place Israël. Et comme tous les pays soumis, parce qu'une fois qu'on décapite le roi Louis XVI, les Anglais n'avaient pas imaginé que ça allait créer une impulsion type Napoléon. C'est pour ça qu'ils sont obligés de le combattre. Ils vont, comme ils n'arrivent pas à le combattre, à le vaincre militairement, parce que c'était un fin stratège, Napoléon, avec les défauts des personnes avec le profil de Napoléon, c'est-à-dire qu'il avait autant de victoires prestigieuses et surprenantes, et puis en contrepartie de ça, il avait des défaites totalement navrantes et ridicules, quoi. Et donc, comme ils n'arrivent pas à le vaincre sur le terrain, ils vont le dévier en Russie et c'est terminé pour Napoléon. Et c'est là que Rothschild va s'approprier après, hein, parce que Waterloo, bon, il a perdu Napoléon, hein, son retour il n'avait pas de chance, enfin, il n'avait aucune chance de l'emporter après sa défaite en Russie, si vous voulez. Donc après, c'est anecdotique, mais à partir du moment où il perd à Waterloo, c'est là que Rothschild finalement prend l'économie et que le protestantisme est dévoyé par le judaïsme. Et tous les pays qui vont se soumettre au modèle économique anglais vont se retrouver dans la dette. C'est-à-dire qu'ils vont miser sur la déportation colonialiste, l'âge d'or victorien, si vous voulez, et le culte de la science. Et comme c'est une fausse quête d'émancipation, tout le monde est endetté. Et on va faire payer les moins pires, c'est-à-dire les Allemands, qui sont le résiduel de l'empire romain germanique, hein, c'est-à-dire que c'était ceux qui s'étaient le moins déportés finalement, et on va leur faire payer la note. C'est-à-dire que tout se termine dans un bain de sang en 14-18. Et c'est les pays qui sont responsables de la dette qui, pour éviter d'assumer les conséquences, vont faire payer à ceux qui sont moins responsables. C'est une démolition contrôlée qui va marquer, si vous voulez, la reprise du colonialisme anglais par le néocolonialisme américain. Et c'est là qu'Israël renaît, hein, je le redis toujours, hein, c'est vrai que je me répète, mais c'est en 1816, les Allemands proposent la paix aux Anglais, les banquiers juifs proposent aux Anglais de faire venir les Américains dans la guerre, en contrepartie, ils obtiennent une portion de la Palestine. Et le leadership va passer de l'Angleterre colonialiste au néocolonialisme américain au travers de la fracturation de la vieille Europe, 14-18, 39-45. Et Israël va croître sur le fait que les Anglais, par le Commonwealth, se prolongent dans une des déportations dont la manifestation, c'est l'Amérique, les colonies anglaises. L'intensification du colonialisme anglais, c'est le néocolonialisme américain. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et ça se fait toujours au détriment résiduel européen. Donc, quand on a cette vision globale, c'est évident qu'on peut tout à fait déduire que la Révolution française a été pensée par l'Angleterre, peut-être pour éviter une révolution interne et le dévier sur un concurrent. Ils ont réussi donc à se débarrasser d'un concurrent, la monarchie catholique française en l'occurrence, qui était son plus sérieux adversaire. Et ensuite, l'impulsion que ça crée, c'est-à-dire Napoléon, il la dévie contre la Russie, et l'Europe va se soumettre progressivement, puisque j'ai expliqué par l'image de Frankenstein, l'Europe a été désagrégée par les machinations anglaises.
C'est Frankenstein, c'en est le symbole, Marie Shelley, pile à l'époque où tout se juxtapose avec les conséquences du Tambora, de l'éruption en Indonésie du Tambora, la défaite de Napoléon, Rothschild qui prend l'économie, les famines incessantes, et puis le triste visage du résiduel de l'épopée napoléonienne, qui est la conséquence des machinations protestantes à se débarrasser de la monarchie catholique. Vous voyez? Et ça, personne ne vous le dira dans l'histoire de France. C'est inédit. Voilà, alors bon, c'est vrai, c'est pas vrai, on peut me croire, on peut pas être d'accord, on peut trouver des arguments. La réalité, c'est que c'est un point de vue qui est logique et cohérent. Et donc, on voit, après, la France se soumet au modèle économique anglais, en se déportant dans un colonialisme accru. Et d'ailleurs, ça donnera plus tard Mistinguett avec les Françaises qui se prostituent pour le roi anglais, si vous voulez. Hein. Et puis d'ailleurs, j'ai fait une vidéo pour parler de toute façon, parce que moi j'ai une façon de voir l'histoire qui est assez inédite. Je lis l'histoire au travers de l'architecture parisienne, par exemple. J'ai expliqué que si tout n'est que rapport d'émancipation intergénérationnelle, alors la Révolution française, qui est une tentative d'émancipation biaisée au père symbolique qui était le roi catholique, donne une impulsion. Et on le voit dans l'architecture française, le sommet des Champs-Élysées, c'est l'Arc de Triomphe, les victoires de Napoléon. Mais une fois que Napoléon perd, eh ben on redescend et puis on arrive à la Tour Eiffel qui est faite par des méthodes d'ingénierie et de matériaux, fruits de l'ère industrielle anglaise, puisque le cork, qui est une méthode pour faire du fer, dont les structures de la Tour Eiffel et même de la gare de l'Est sont faits, c'est une méthode pour faire du fer qui a été pensée par les Anglais avant la Révolution française. Vous voyez comme quoi tout se recoupe, si vous voulez, c'est logique. C'est-à-dire qu'après Napoléon, la France revient à l'ère industrielle d'avant, si vous voulez, la Révolution française. La Tour Eiffel est faite de ça, si vous voulez. Je vous regarderai, je vous renverrai sur une vidéo que j'ai faite et qui est sur un autre site que j'ai, où je vous mettrai la vidéo en complément pour que vous compreniez, parce que c'est vrai que c'est pas évident à voir comme ça. Donc pour moi, je crois que l'architecture parisienne parle en faveur de mon analyse historique, bien qu'on peut tout à fait ne pas être d'accord. Hein. Je ne suis pas un historien, les gens connaissent bien plus les faits que moi, et puis en général sont plus malins aussi, c'est pas un problème. Qu'est-ce que je peux dire ? Voilà, c'était pour parler du Tambora, que les Anglais ont passé sous silence, contrairement à d'autres éruptions qui se sont passées dans le bassin gréco-romain, hein, et qui ne les concernaient pas, puisque c'est des anglo-saxons. Donc c'est bien pour eux d'en parler. Par contre, quand... non, mais pour moi, je trouve... Parce que c'est vrai, on peut faire la polémique de dire oui, mais les gens, à l'époque, ne faisaient pas la relation entre une éruption en Indonésie et puis le climat un an après, si vous voulez. C'est vrai, on n'avait pas les connaissances globalistes qu'on a aujourd'hui. Cependant, aujourd'hui, on ne parle toujours pas du Tambora, alors qu'on les a, ces connaissances. En France, vous parlez du Tambora, qui est-ce qui va vous dire ah oui, ça me dit. Par contre, si on vous parle de Pompéi, du Vésuve, là, les gens, ou du Krakatoa, les gens, là, oui, disent oui. Et pourtant, c'est... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a quelque chose derrière. Voilà. Donc, ben voilà, c'était pour faire une vidéo de plus. Ça peut être intéressant, pourquoi pas. Quand vous regardez Paris, on va dire que si Paris est la représentation du niveau émancipatif français collectif, vous regardez que l'avenue la plus connue et la plus célèbre de Paris, c'est les Champs-Élysées. Mais les Champs-Élysées, ça monte jusqu'à l'Arc de Triomphe. Ce qui voudrait dire qu'au niveau de l'émancipation collective, l'Arc de Triomphe, c'est-à-dire l'épopée napoléonienne, est le niveau le plus élevé au niveau émancipatif qu'on ait atteint au niveau collectif, même si ce n'est pas une bonne émancipation, puisque j'ai dit, si Louis XVI est le père symbolique, il ne fallait pas le tuer parce qu'on ne s'émancipe pas par le meurtre. Hein, sinon, on est cantonné à une gestion de patrimoine morbide et donc à être assimilé par des cultures sous-jacentes. Hein, c'est ce qui explique que la Révolution française va amener au marché transatlantique au fur et à mesure du temps. Bref. Donc, je dis on s'est débarrassé de la monarchie catholique, donc d'un rapport archaïque au père et à la mère que la monarchie représente, mais on s'est mal émancipé. Napoléon n'était pas un révolutionnaire. Il était assez choqué finalement par la vulgarité de cet aspect meurtrier et
vulgaire d'une partie de la Révolution française. Mais bref, il y a un mouvement d'impulsion qui donne à la France une période. Moi, je ne suis pas napoléonien, hein, puisque j'explique que les gens qui essayent d'imposer leur propre modèle par la force, hein, aux autres, sont dans l'erreur de déportation. Donc, je ne suis pas plus pour Hitler qui avait un rapport. Parce que tous, que ce soit Napoléon, Hitler, ou d'autres avant, hein, et peut-être après, tous, en fait, se sont mis dans une quête de lutte contre un défaitisme matérialiste, mais de la mauvaise manière, c'est-à-dire en imposant leur propre modèle à eux. Donc ils se sont mis dans l'erreur, si vous voulez. C'est pour ça que je ne suis pas napoléonien, que je suis pas, d'une part, je ne suis pas révolutionnaire, mais je ne suis pas napoléonien non plus, si vous voulez. C'est pas ce que je veux dire. Mais on voit que quand on regarde l'architecture de la capitale parisienne, bref, on voit que l'Arc de Triomphe est en haut des Champs-Élysées. Donc pour les Français, ça symbolise probablement une ère émancipative la plus élevée, probablement l'ère émancipative la plus élevée. Mais on voit bien qu'après la défaite de Napoléon en Russie, on retombe, et finalement on retombe sur un autre bâtiment qui est en contrebas au bord de la Seine, et qui est la Tour Eiffel. Alors, quand on s'intéresse à la Tour Eiffel, on se rend compte qu'il y a un rapport avec la Révolution française, puisque la Tour Eiffel, qui est haute de 324 mètres, est la réponse d'Eiffel au concours organisé par le ministère de l'Industrie et du Commerce pour célébrer le centenaire de la Révolution française et les progrès des sciences et techniques faits en France depuis 1789. Ça veut dire que la Tour Eiffel a un rapport direct avec 1789. C'est normal qu'elle se situe en contrebas finalement de l'Arc de Triomphe, puisque l'échec de la réappropriation du mouvement révolutionnaire par Napoléon conduit finalement à être retombé en arrière sous la houlette du judéo-protestantisme, du protestantisme d'abord, et puis après progressivement aujourd'hui du judaïsme. Hein. On voit avec la prégnance, si vous voulez, des autorités juives en France. Enfin, des autorités juives, enfin, je ne sais pas si c'est on peut dire que les instances lobbyistes juives représentent le judaïsme, mais bref, on voit bien qu'en France, aujourd'hui, le judaïsme est en train d'essayer de tout gérer, si vous voulez. Mais à l'époque de la défaite de Napoléon, c'est d'abord les protestants. C'est-à-dire que pour moi, la Tour Eiffel, finalement, représente la soumission de la France au modèle protestant de culte de la science et du colonialisme. Et je ne dis pas ça par hasard, puisque de quoi est fait la Tour Eiffel? Par quelle technique les matériaux dont sont faits la Tour Eiffel ont été faits? Et là, regardez, le poudelage est un ancien procédé d'affinage de la fonte consistant à la décarburer dans un four à l'aide de scories oxydantes pour obtenir du fer pudelé à partir de fonte. Le mot poudelage vient du verbe anglais to puddle, qui signifie brasser. La méthode est mise au point par Henri Corte en 1784, c'est-à-dire avant la Révolution française. Hein, donc on arrive bien à un modèle industriel anglais sur lequel la Tour Eiffel va s'appuyer pour s'ériger. Donc on voit bien que l'impulsion de la Révolution française et la défaite de Napoléon voient la réassimilation de la culture française dans la logique économique et industrielle anglaise, et la Tour Eiffel en est la parfaite illustration. La technique est après améliorée par Samuel Baldwin Rogers et Joseph Hall au XIXe siècle. La fonte est chauffée à très haute température dans un four à réverbère. Le poudeleur, qui est l'ouvrier chargé de l'opération, active la réaction en brassant cette fonte à l'aide d'un crochet appelé ringard. Une fois suffisamment affinée, la loupe est extraite du four pour être cinglée par martelage, puis est forgée ou laminée en barre. Donc la poudelage permet la fabrication en grande quantité de fer, aux caractéristiques supérieures à celles de la fonte. La Tour Eiffel ainsi que les arches de la gare de l'Est est ainsi réalisée en fer poudelé, produit par la Société des aciéries de Pompéi. Alors là, on a même une référence à
c'est très problématique parce que quand on s'intéresse vraiment à la signification des symboles français, les Assyries Pompéi, ça renvoie à Rome et à... Parce qu'on y est un peu dedans à Pompéi, hein, c'est-à-dire, je ne parle pas de l'interventionnisme israélien par les lobbies juifs en France, mais le fait de faire venir l'immigration et de voir du terrorisme, ça fait penser à Pompéi quelque part. Mais bref. Donc après avoir été largement employé tout au long du 19e siècle, le fer poudré s'efface progressivement devant l'acier, plus compétitif et plus performant dès que les convertisseurs sont mis au point. Alors, on va dire qu'il va chercher loin, lui. Mais n'empêche que l'architecture française, par la Tour Eiffel, montre bien, puisque quand on parle de Paris, on pense à l'Arc de Triomphe, aux Champs-Élysées et à la Tour Eiffel, hein, principalement. Donc on voit bien qu'après la défaite de Napoléon, on retombe avant 1789 avec une réappropriation de la France au modèle industriel anglais, puisque la Tour Eiffel est faite par d'un métal dont le procédé en fer par un procédé mis en place par les Anglais avant la Révolution française. Ça veut dire que, avec en plus des mots comme ringard et comme... c'est bien qu'on est dans un modèle de culte de la science qui ne répond pas du tout à une logique émancipative et qui se contente de se complaire dans la soumission aux élites et le culte de l'objet de compensation. Et la Tour Eiffel, c'est la version française du modèle économique anglais, si vous voulez. Et c'est intéressant parce que, si vous vous rappelez au début de la vidéo, j'ai dit que c'est le modèle judéo-protestant qui, aujourd'hui, domine. Et la Tour Eiffel, c'est 1884, quelque chose comme ça. Je regardais un peu. Elle a été produite en quelle année ? Oui, enfin, ça doit être 1782 ou 1784. Or, je vous expliquais que fin 19e, début 20e, c'est-à-dire fin 1800, début 1900, le modèle, on est dans la période de l'ère industrielle anglaise où certaines familles vont imposer le choix du véhicule à essence. Donc on est bien dans cette période-là avec le Titanic, avec le culte de la science, avec cette période qui va déboucher sur les Première et Deuxième Guerres mondiales et la poursuite du modèle colonialiste anglais par son accentuation américaine, qui va donner le néocolonialisme américain. Donc le charbon de l'ère industrielle anglaise accentué par le pétrole américain. Et la chute progressive de la France et son assimilation qui débouche sur le marché transatlantique et voire à une... Vous voyez ce que je veux dire? On peut déduire à une crise, une crise civile. Hein, parce que je vous ai parlé de Pompéi, du lobby juif, de l'immigration avec des terroristes qu'on fait passer à l'intérieur pour dégrader les nations. Tout ça, c'était compris déjà dans l'histoire, et on peut le voir au travers de l'architecture française, si vous voulez. Alors ça paraît bizarre comme procédé, hein, mais en tout cas, l'architecture, les murs de Paris parlent. Et c'est pour ça, moi, que en regardant l'architecture de Paris, puisque j'y ai vécu quelque temps, pour moi, l'histoire, elle se comprend comme ça et elle peut se trouver comme ça. On peut comprendre l'histoire sans passer par les livres d'histoire en observant l'architecture. Vous voyez ce que je veux dire? Je déduis que c'est les Anglais qui sont derrière la Révolution française parce que la France a été progressivement réassimilée par les anglo-saxons, puis après par les judéo-protestants. Vous voyez ce que je veux dire? Les murs de Paris parlent pour eux, enfin, en faveur de cette version. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne vous apprend pas dans les livres d'histoire. C'est par l'observation. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'est-ce qu'on peut, on peut rajouter là-dedans? Parce que c'est... Oui, je dis, c'est une période où certaines familles ont détourné la dynamique du côté de l'essence et du pétrole, au détriment de l'électrique et de la voiture à vapeur. Mais c'est pile en plus à cette époque, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça serait intéressant de savoir quelles sont ces familles qui ont poussé vers le pétrole. Moi, je suis pratiquement sûr que ce sont les familles protestantes extrémistes liées au sionisme. Parce que c'est eux qui poussent à la guerre tout le temps avec les sionistes.
Donc ça serait logique que ces gens-là, à cette époque, aient... Oui, il faudrait savoir, je n'ai pas fait le travail, mais quelles sont les familles qui ont découvert le pétrole, qui ont eu la mainmise sur ces domaines-là. Faut comprendre l'historique parce que les Bush, c'est le pétrole, c'est les guerres dégradantes, c'est le sionisme. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout ça, ça vient de quelque part. Et quand on revient à cette époque de la Tour Eiffel, de fin 19e, début 20e, au moment où on a fait le choix de la voiture à essence au lieu de l'électrique et de la vapeur, c'est qu'il y a des familles qui avaient des monopoles et qui avaient découvert les choses et qui ont voulu détourner la dynamique de ce côté-là. C'est pour ça que quand on analyse l'histoire, il faut voir où est-ce qu'on a fait une erreur et comment la rectifier quelque part. Alors, pour la France, pour le cas spécifique de la France, il est évident que il ne fallait pas tuer Louis XVI. Il fallait s'émanciper de la monarchie catholique de la bonne manière, c'est-à-dire par la droiture, en actant que la monarchie était un modèle vétuste avec un rapport au père à la mère totalement hallucinant. Halluciné, si vous voulez. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Et c'est ce qui explique la soumission de la France au modèle judéo-protestant, qui, lui, ne s'est pas mis à la faute, puisqu'ils vivent toujours sous un modèle monarchique. Ils n'ont pas tué le père ou la mère symbolique, même si c'est des pères et des mères nés de l'imposture. Ils ne s'en sont pas émancipés non plus. Mais celui qui ne se met pas à la faute prend le dessus. Et donc, c'est comme ça qu'on peut comprendre l'histoire de la France. Donc, pour que la France s'en sorte, en fait, il faudrait trouver un nouveau rapport émancipatif, mais droit cette fois, qui ne soit pas basé sur le meurtre du père et qui ne soit pas un principe de soumission à des élites qui sont nées sur les travers de l'histoire et par l'imposture. Voilà. Il y a près de 200 ans, la plus grande explosion volcanique jamais enregistrée a secoué notre planète. Elle était 6 fois plus violente que celle du Krakatoa et du Vésuve combinés. L'éruption du Tambora en Indonésie a laissé une marque indélébile dans l'histoire du monde. Aucune éruption volcanique connue n'a fait autant de morts. Mais ce n'était que le premier acte du drame. Un an plus tard, un froid mortel s'abattait sur l'hémisphère nord. Le ciel couleur rouge sang inspira le peintre Turner. Et du froid glacial émergea la silhouette du monstre imaginé par Mary Shelley, Frankenstein. Cette année-là, dans toute l'Europe, ils furent des centaines de milliers à mourir de faim. Peut-il y avoir un lien entre ces événements? À l'opposé du monde, 2 scientifiques partent en quête de réponses. Leurs recherches vont mettre au jour les premières traces d'un royaume disparu et révéler comment un simple volcan indonésien a pu provoquer un été sans soleil. Sumbawa, Indonésie. Avant l'éruption de 1815, l'île était un petit comptoir commercial des Indes orientales. Aujourd'hui encore, la montagne qui domine la région est l'un des volcans les moins étudiés du monde. Haraldur Sigurdsson est un volcanologue reconnu et le grand spécialiste mondial des ruines romaines de Pompéi. Il a été le premier à découvrir les victimes du Vésuve. Aujourd'hui, il compte renouveler l'exploit au Tambora. Il a parcouru 15 000 km pour rejoindre l'une des régions les plus géologiquement instables de la planète. Le Tambora n'est que l'un des quelques 150 volcans actifs que compte l'Indonésie. Autrefois, il dominait tous les autres de sa haute stature. Mais aujourd'hui, il est réduit à une immense coquille vide, dressée sur la péninsule nord de cette île peu peuplée. Quand la montagne a explosé, son tiers supérieur a été projeté dans le ciel, laissant à la place le plus grand cratère au monde. Aujourd'hui, le paysage est silencieux.
Mais sous ces paisibles pentes boisées se cache un secret archéologique encore intact, le monde perdu des habitants de Tambora. On raconte que des milliers de gens ont trouvé la mort. Et pourtant, pas un seul corps n'a été retrouvé. Haraldur Sigurdsson est le premier à les chercher. Pour lui, savoir comment les victimes ont péri est crucial pour comprendre l'une des plus grandes catastrophes naturelles de notre histoire. Il entame ses recherches sur le flanc ouest du volcan, là où des pièces de monnaie datant d'avant l'éruption ont été découvertes. Cela fait 16 ans que je prépare cette expédition et je n'en ai jamais parlé à personne. Je savais qu'il y avait un immense potentiel et le plus excitant, c'est de savoir si nous allions retrouver le village perdu de Tambora. Qui sait, ce sera peut-être le Pompéi de l'Asie. Mais les habitants de l'île de Sumbawa n'ont pas été les seules victimes. Sur toute la surface du globe, des gens ont souffert et même péri à cause des séquelles de l'éruption. Été 1816. Le gel et la neige recouvrent le nord-est des États-Unis et l'est du Canada. Et en Europe, une pluie froide, drue et incessante tombe de mai à septembre. Les récoltes sont perdues. Affamée, la population en est réduite à manger des charognes et de l'herbe. Mais existe-t-il un lien entre cet été hivernal et l'éruption volcanique à l'autre bout du monde? À Londres, dans les salles de la Ted Gallery, le climatologue Michael Chenoweth examine des indices pour le moins surprenants. Il scrute en effet l'œuvre du peintre William Turner. Michael a consacré toute sa carrière à compiler diverses informations sur les phénomènes météorologiques et le Tambora est sa grande passion. Ces aquarelles, où l'on voit des ciels crépusculaires, ont été peintes 1 an après l'éruption et bien avant l'ère de la photographie en couleur. Pour lui, ce sont donc de précieux témoignages visuels prouvant qu'en 1816, le ciel n'avait pas un aspect normal. Nous voyons une prédominance de la couleur rouge, ce qui ne me surprend pas dans le cas d'une explosion aussi forte que celle du Tambora, qui libère un important volume de poussière et de débris. Cela concorde avec ce que nous savons d'autres éruptions volcaniques de l'histoire. Pour obtenir des preuves supplémentaires, Michael poursuit ses travaux aux archives de la presse britannique. Son objectif est de passer au peigne fin des documents de l'époque, journaux, lettres, comptes rendus ou bulletins météorologiques. Ce document vient de Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis. C'est une description détaillée des feux de forêt et des gelées brutales qui se sont produites simultanément. À la page suivante, je tombe sur un rapport météorologique tenu par un Bostonien qui note des informations très utiles pour un météorologue. Les températures, la force des vents et les conditions météo en général. Ici, nous voyons les températures glaciales de fin septembre en Nouvelle-Angleterre qui ont détruit les récoltes et qui ont provoqué la plus courte saison de pousses jamais répertoriée. Ce ne sont que 2 pièces du puzzle. Mais la météorologie est un système planétaire et je dois réunir autant de pièces que possible. Dans son camp de base, Haraldur Sigurdsson a dû retarder sa recherche des victimes du volcan. Depuis son arrivée, il y a eu une série de secousses sismiques qui pourraient indiquer l'imminence d'une éruption. Aucun scientifique n'a ausculté le Tambora depuis qu'il l'a fait lui-même, il y a 16 ans. Il doit donc s'assurer qu'il ne risque pas de se réveiller.
Il est très surprenant qu'aucune équipe scientifique ne soit allée inspecter la caldeira du Tambora. Mais cela s'explique principalement par les difficultés logistiques. Elle est très difficile d'accès. Il faut en effet mettre sur pied une expédition complexe, qui va durer 5 jours. Haraldur est accompagné du géophysicien Lou Abrams, du volcanologue Igan Sutawijaya et de pas moins de 25 porteurs. C'est la saison sèche et il n'y a pas d'eau en bordure du cratère. Il faut donc transporter des centaines de litres vers le sommet qui est situé à 2800 mètres d'altitude. Mais avant l'éruption, le Tambora culminait à 3900 mètres. C'était la plus haute montagne d'Indonésie. La cause de l'explosion, une chambre souterraine gorgée de magma, est toujours là, enfouie à 1200 mètres de profondeur sous la bordure actuelle. En 1815, un mouvement de la croûte terrestre entraîne une accumulation de pression dans la chambre. Le Tambora enfle de plusieurs mètres avant d'exploser, projetant des cendres chaudes à environ 45 km d'altitude dans le ciel. À l'époque, l'Indonésie est une colonie hollandaise. Et on peut se faire une idée des faits en consultant les récits des témoins archivés aux Pays-Bas. Bernice de Jongbos a passé des heures à les compiler. On a du mal à imaginer ce qui s'est passé exactement. Ce fut une catastrophe majeure. Selon nos estimations actuelles, le bilan humain a été d'au moins 120 000 morts. Les estimations de l'époque évoquent la disparition de 90% des habitants de l'île. Mais les récits de première main sont rares. Bernice a pourtant découvert un journal tenu par un témoin qui vit alors sur une autre île, Java, à 600 km de distance. À l'époque, John Crawford était un officier britannique en poste à Surabaya et il entendit le bruit de boulets de canon. Il supposa qu'il s'agissait d'une bataille navale au large. Au-dessus de Surabaya, le ciel s'est obscurci pendant 3 jours. Au 3e jour, jusqu'à midi, nous fûmes plongés dans la nuit noire. Durant 3 jours, je donnais tous mes rendez-vous d'affaires à la lueur de la bougie. Le lendemain, des cendres commencèrent à pleuvoir. John Crawford l'ignorait, mais il était le témoin des retombées de la plus grande éruption volcanique connue à ce jour. Près de 2 siècles plus tard, Haraldur Sigurdsson et son équipe approchent de la source du drame. Ils vont camper pour la nuit près du rebord de la caldeira. Nous sommes à 2500 mètres d'altitude. La nuit va être froide. Ici, au-dessus des nuages, toute chaleur disparaît après le coucher du soleil. Mais les membres de l'équipe sont très enthousiastes. Haraldur est l'un des rares à être jamais descendu dans la caldeira. Comme la chambre de magma est toujours nichée sous le fond du cratère, il est essentiel d'écarter tout risque d'éruption. Une éruption peut se produire au fond de la caldeira sans que l'on s'en aperçoive immédiatement. C'est déjà arrivé 2 fois. Soudain, on remarque un écoulement de lave que personne n'avait signalé. Nous devons donc surveiller tout cela de près pour évaluer l'état du volcan. Dès l'aube, les hommes atteignent le bord du cratère. C'est incroyable.
Il mesure 8 km de large, pour 1,2 km de profondeur. C'est le plus grand cratère volcanique au monde. Haraldur, qui étudie le volcan depuis plus de 20 ans, a calculé quelle quantité de roche a dû être expulsée dans l'atmosphère pour créer un tel gouffre. Le volume de magma ou de roche en fusion qui sort d'un volcan est difficile à imaginer. Mais l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ représentait environ 6 km3 et celle du Krakatoa en 1883, 10 km3. Pour celle-ci, c'était 100 km3. Elle remporte donc la palme avec la plus grande quantité de matière déplacée par un volcan dans les temps historiques. Pour l'instant, le volcan dort, mais son sommeil est agité. La caldeira semble plus dangereuse qu'à l'époque de la dernière visite d'Haraldur. Il est donc crucial de dresser un bilan de la situation, dès maintenant. Pas question d'entamer des fouilles archéologiques s'il y a le moindre risque d'éruption. Haraldur, tu entends ça? Tu le vois d'où tu es? Non, mais je l'entends. Sois prudent. Je ne sais pas ce qui a provoqué ça, mais c'est important. Les éboulements sont monnaie courante dans la caldeira, car le sol est sec et friable et les sédiments instables. Il faudra à Haraldur une demi-journée de descente quasiment à la verticale pour atteindre le fond du cratère. Pendant ce temps, Michael Chenoweth se rend à Berne pour rencontrer un historien suisse. Il espère en apprendre plus sur l'impact dévastateur de l'éruption en Europe. En effet, c'est dans les Alpes suisses, avec leurs vallées encaissées et isolées, que le terrible été 1816 a frappé le plus durement. Christian Pfister est spécialisé dans l'histoire des changements climatiques et s'intéresse de près aux effets du Tambora. Comment était la météo cet été-là? Ce fut l'été le plus froid depuis 500 ans. Il a neigé presque toutes les semaines dans les vallées et les vignes n'ont pas mûri. À l'automne, les pommes de terre ont dû être ramassées sous la neige et elles n'étaient pas à maturité non plus. Avec son relief montagneux et sa courte saison des cultures, la Suisse est particulièrement vulnérable aux aléas climatiques. En 1816, toutes sortes de récoltes meurent sur pied et la hausse des prix des céréales pousse de nombreuses familles à la famine. Les gens ont dû se contenter de substituts comme de l'herbe ou la chair d'animaux en décomposition. Et ceux qui en mangeaient tombaient gravement malades. Un voyageur suisse décrit ainsi la vie tragique des paysans. La faim était peinte sur leur visage. L'homme était en piteux état. Sa tête reposait dans ses mains. Il était déjà trop faible pour travailler. La nourriture se résumait à de l'herbe bouillie, assaisonnée d'un peu de sel, mais sans beurre ni autre ingrédient. C'était leur dîner. Il est peu probable que ces gens aient pu survivre. Après ce terrible été sans soleil, ils n'ont qu'une seule perspective, un hiver encore plus rude. À mesure que les morts s'accumulent, les fermiers ruinés, les veuves et les enfants abandonnés affluent dans les villes. Un témoin raconte avoir vu des rues peuplées de prostituées, de mendiants, de bandes de pickpockets et de voyous attaquant quiconque à quelques pièces. Aux premières loges du drame se trouvent Percy et Mary Shelley, deux écrivains britanniques venus passer l'été avec Lord Byron au bord du lac Léman.
mais le froid inhabituel les empêche de sortir. Par une nuit glaciale, Mary rêve d'un monstre revenu d'entre les morts, moitié homme, moitié bête, perdu dans un paysage alpin, désolé et polaire. Elle baptise son monstre Frankenstein. Une météo angoissante a inspiré un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature gothique. Le Tambora a déclenché une crise alimentaire mondiale. À mesure que l'été 1816 avance, un nombre croissant d'Européens meurent de faim. Les autres ne peuvent que prendre leur mal en patience et prier. Mais en France, la perte des récoltes et la pénurie alimentaire déclenchent la colère de la population. Dans les villes, le moindre rassemblement d'importance dégénère en soulèvement populaire. Des hordes de réfugiés rôdent et évacuent leur colère sur les riches négociants ou tous ceux soupçonnés de faire des réserves. Mon Dieu! Pierre, où es-tu? Viens vite! Dans le département de l'Aude, les archives municipales décrivent comment un groupe de vagabonds a attaqué le marché et pillé les greniers. Toutes les conditions sont réunies pour mettre le feu aux poudres d'une nouvelle révolution. Les autorités parviennent tout juste à contenir la colère de la population affamée. Certaines régions de France sont au bord de l'anarchie. Partout en Europe, parmi les jeunes enfants, les personnes âgées et les plus vulnérables, la liste des victimes s'allonge un peu plus chaque jour. Mais il faudra attendre l'année suivante pour que ces décès soient officiellement attribués à la famine. Des statistiques précises sur le nombre de morts imputables directement à la perte des récoltes sont donc impossibles à obtenir. Dans la ville suisse d'Appenzell, le nombre de décès a doublé entre 1815 et 1816, passant de 5000 à 10 000. Dans cette seule ville suisse, on peut donc conclure que 5000 personnes sont sans doute mortes de faim. Dans toute l'Europe, les estimations font état de chiffres impressionnants, avec environ 200 000 victimes probables. En Indonésie, Haraldur Sigurdsson atteint enfin le fond du cratère. Seules quelques personnes se sont aventurées si loin. Maintenant, il marche directement au-dessus de la chambre de magma, le cœur du volcan. Ici, il est cerné par une muraille dépassant 1200 mètres de haut. Les couches géologiques superposées se lisent comme les pages d'un livre, chacune racontant une éruption passée. La plus violente est celle du sommet. C'est la catastrophe de 1815. La caldeira est parsemée de cheminées fumantes, d'où s'échappent des gaz venus des entrailles de la Terre. L'odeur d'œuf pourri, caractéristique du dioxyde de soufre, est très prenante. Il y a bien plus d'activité hydrothermale qu'auparavant dans la caldeira. Les cheminées créent une sorte de brume qui enveloppe tout l'intérieur, comme un nuage de fumée. Cela indique que le magma est sans doute remonté plus près de la surface qu'il ne l'était lors de ma précédente visite, il y a 16 ans.
Ici, le sol est meuble et chaud. J'espère ne pas m'enfoncer dans de la terre en fusion. Ah, ça boue là-dessous. Bien qu'il n'y ait aucun signe avant-coureur d'une éruption imminente, la chambre de magma est clairement sous pression. Quand on marche sur le fond de la caldeira du Tambora, tout nous rappelle que c'est un volcan très actif. Le soufre que nous voyons aujourd'hui provient de la même source, du même magma situé en profondeur dans le volcan que celui émis par l'explosion de 1815 jusque dans la stratosphère, avant d'être propagé sur toute la surface du globe et de provoquer un bouleversement climatique. En 1815, les particules microscopiques de dioxyde de soufre transportées par les vents d'altitude créent une barrière qui bloque les rayons du soleil. Les conséquences dans l'hémisphère nord sont constatées pour la première fois en 1816, quand la chaleur du printemps n'est pas au rendez-vous. Il n'y a pas eu d'alternance chaud-froid. Avant, la météo changeait d'une saison à l'autre. Mais là, le cycle s'est grippé et s'est mis en boucle. Parmi ceux qui remarquent ces changements se trouve Thomas Jefferson, qui note méticuleusement la température chaque jour de l'été. Observateur attentif de la nature, le président américain constate une combinaison désastreuse de sécheresse et de gelée brutale. Sur tout le continent, les semences ne peuvent pas germer. Les veaux et les agneaux meurent, et ceux qui survivent ne peuvent être nourris. De nombreux fermiers se retrouvent ruinés. Plus au nord, les glaces hivernales ne parviennent pas à fondre. Au Labrador, on a parlé de ce changement comme d'une révolution climatique. Les navires qui apportaient des provisions ont mis des jours, voire des semaines, à avancer au milieu de la glace. La mer était gelée jusqu'à 300 km de la côte en 1816, et les bateaux ont eu beaucoup de mal à accoster. Sur la rive, les gens attendaient désespérément le ravitaillement. Sur les pentes du volcan, Haraldur Sigurdsson est prêt à se lancer sur la piste de ceux qui vivaient autrefois au pied du Tambora. La plupart des habitants actuels sont arrivés récemment et se soucient peu de retrouver la trace de leurs prédécesseurs. Mais Ousmane, un chef de village, conduit l'équipe jusqu'à une ravine où il a vu des tessons de poterie. Selon lui, sa trouvaille pourrait désigner l'emplacement du royaume disparu. S'il a raison, Haraldur et son équipe pourraient avoir sous leurs pieds les vestiges de toute une population figée dans le temps. Je pense depuis très longtemps que nous avons toutes les chances de retrouver un peuple anéanti par cette éruption catastrophique. Et le nombre de victimes, environ 117 000 dans les alentours, est absolument renversant. Aucune éruption volcanique connue n'a fait autant de morts. Pour confirmer l'intérêt potentiel du site, l'équipe procède aux premières vérifications. À l'aide d'un radar de sol, Lou Abrams peut détecter la présence de bâtiments ou de constructions qui les guideraient vers d'éventuels squelettes. That's it. You can go faster. Hey, good data, guys. Good signal. Les infos sont bonnes. On a un signal. That's just right. Ouais, c'est parfait. Yeah. We still have... Oui, on l'a. Ici, il n'y a pas de lave. Le sol est recouvert d'épaisses couches de cendres et de ponce. Comme à Pompéi, l'éruption du Tambora a englouti les habitants sous une coulée pyroclastique, une avalanche de cendres, de roches et de gaz brûlants qui a déferlé sur eux à plus de 150 km/h. Ce n'est pas une pente naturelle. On dirait qu'elle a été aplatie. Arrêtez ici. Et voilà qu'une sorte de structure apparaît sur l'écran du radar.
Autre signe prometteur, la couche superficielle du sol est très friable. Comme c'est une ravine naturelle, les premières couches de dépôts volcaniques ont déjà été emportées par les ruissellements sur plusieurs dizaines de centimètres. C'est le jour de chance d'Haraldur. Voici une grosse poutre carbonisée. C'est clairement un morceau de bois taillé, travaillé par la main de l'homme. Ce n'est pas juste un tronc d'arbre calciné, c'était un morceau de charpente. À en juger par la taille de cette poutre, je pense que c'était un bâtiment relativement grand. Et dans le sable et la ponce, on trouve des tessons de verre et de poterie. Cela nous indique que nous sommes bien sur un site idéal pour les fouilles. On touche peut-être au but. Aux Archives nationales de Londres, Michael Chenoweth est lui aussi sur une piste. Il a mis la main sur des données météorologiques mondiales relevées au jour le jour au XIXe siècle. C'est une mine d'informations objectives et fiables jusqu'alors inexploitée, mais idéale pour une analyse scientifique. Il se plonge dans les journaux de bord de la marine britannique. Immédiatement, il a la main heureuse. Été 1816, à bord de l'Inconstant. Chaque jour, à midi pile, le capitaine, Sir James Lucas Yeo, et son second se retrouvent sur le pont pour lire leur position au sextant. Ils sont en route vers la côte ouest de l'Afrique, dans le cadre de patrouilles anti-esclavage. La position du navire est notée avec soin, ainsi que les conditions météorologiques, à intervalles réguliers, de jour comme de nuit. Et près de 2 siècles plus tard, ce journal de bord joue un rôle inestimable dans l'étude des changements climatiques. 6 heures, vent violent et mer agitée. 9 heures, brusque changement de vent vers le nord-ouest, avec une mer encore plus démontée. 9h30, le canot de sauvetage a été emporté par les vagues. Michael a mis la main sur une véritable station météo itinérante. Il y a des comptes rendus sur la température, la direction des vents et les précipitations tout au long du voyage. Et l'Odyssée de l'Inconstant n'est qu'un début. Il se passe la même chose sur des navires voguant sur toutes les mers du globe. En épluchant leurs journaux de bord, Michael sera le premier à établir un modèle météorologique des océans en 1816 et à pouvoir comparer cette année avec d'autres. Il y a une surabondance d'informations. C'est incroyable. Toutes les 2 ou 3 heures, il semble y avoir des relevés de température dans ce journal. Et c'est exactement ce dont j'ai besoin. C'est la bonne année et ce bateau naviguait dans les tropiques, ce qui est parfait. 4 semaines après le début des fouilles, Haraldur Sigurdsson et son équipe mettent au jour une véritable pépite. Un premier site de peuplement qui appartenait au royaume perdu de Tambora. Ils ont exhumé toute une maison. Ces gens étaient peut-être riches. Des ornements et des bijoux commencent à sortir de terre. Il y a des récipients en cuivre et des fragments de tissu, peut-être en soie, ainsi que des objets en verre et en porcelaine fine. Tout cela laisse penser que les habitants de Tambora ne vivaient pas coupés du monde, comme on le croyait, mais faisaient du commerce avec la Chine et l'Inde. Peu à peu se dessine le portrait émouvant d'une communauté prospère. On sait peu de choses sur ceux qui vivaient ici. Ils auraient eu une langue et un mode de vie bien à eux et vécu de l'élevage des chevaux. L'éruption les a rayés de la carte et il n'est resté personne pour raconter leur histoire. Mais à une 50aine de kilomètres de l'autre côté du volcan, se trouvait un autre village où certains ont eu la vie sauve. Le chef du village de Sangar a raconté ce qu'il avait vu à un officiel britannique dans un document qui existe encore.
C'est un document très précieux, car on y lit le récit fait par le Raja de Sangar. C'est le seul témoin oculaire fiable qu'on ait. Il était environ 7 heures. 3 colonnes de flammes se sont élevées près du sommet du Tambora. Rapidement, toute la montagne a ressemblé à une masse de feu liquide qui s'écoulait dans toutes les directions. Les descriptions du Raja aident Haraldur à reconstituer l'enchaînement des faits en ce jour fatidique du 10 avril 1815. Le Raja a vu une colonne de feu monter très haut du volcan, avant de redescendre en cascade, en 3 grands ruisseaux de matériaux rougeoyants sur les flancs du volcan. Ça a dû être un spectacle terrifiant, parce qu'il se dirigeait directement sur Shangar. Le village a été presque totalement détruit. Le Raja de Sangar a vu des gens, des arbres et des maisons emportés par des tourbillons. À notre avis, lorsqu'il décrit les maisons projetées dans les airs, il s'agit d'un phénomène observé en bordure de la coulée pyroclastique qui détruit tout sur son passage. Les retombées de l'éruption ensevelissent l'île sous une chape toxique atteignant par endroits 10 mètres d'épaisseur. Les rares qui échappent à une mort immédiate n'ont pas un sort enviable. Car il n'y a plus rien à manger. Les cendres ont noyé le littoral, tuant toute vie marine. Impossible donc de pêcher. Et la terre est devenue stérile. Aucune récolte de riz ne poussera pendant au moins 5 ans. Riche ou pauvre, cela ne fait aucune différence. La famille du Raja de Sangar a été durement touchée. Sa fille est morte de faim. Si l'on considère qu'il était sans doute bien plus riche que les autres habitants de Sumbawa, cela montre à quel point la pénurie de nourriture a été sévère. « 90% de la population de l'île est morte dans l'apocalypse, ce qui en fait l'éruption la plus meurtrière de l'histoire. Après 7 semaines de fouilles, la ténacité de l'équipe porte ses fruits. Elle trouve enfin ce qu'elle cherchait. Egan, je crois que ce sont des dents. Un fragment de mâchoire avec environ 5 dents. On a toute une mâchoire. Il y a un squelette entier. So that's resting there on. So there's a whole jaw there. We have a whole skeleton here. This is the skull. Le crâne, la mâchoire et les vertèbres. Passe-moi le pinceau. Ce sont les premiers restes humains du royaume perdu de Tambora jamais découvert. Ils reposent ici, prisonniers des débris volcaniques, depuis près de 2 siècles. C'est très émouvant de découvrir des gens qui sont morts de manière si horrible dans cette éruption dévastatrice. La position du corps indique ce que les habitants faisaient au moment fatidique, et aussi comment ils considéraient le volcan. Bien sûr, l'éruption a dû inquiéter les habitants, mais visiblement pas au point de les pousser à prendre la fuite. Ils ignoraient qu'ils allaient être instantanément submergés par une coulée à 1000 degrés. Près du corps se trouvent 2 bouteilles en verre que la victime tenait sans doute au moment de l'impact. Elles permettent d'évaluer la chaleur dégagée par le volcan.
Le verre a été brisé, mais en plus il a fondu. Donc la température de la coulée était suffisante pour ramollir et faire fondre du verre. Selon nos estimations, elle avoisinait 1000 degrés. Périr calciné dans une explosion pyroclastique suffisamment brûlante pour faire fondre du verre, voilà le destin tragique des premières victimes du Tambora. Aux Archives nationales de Londres, Michael Chenoweth continue à naviguer parmi les journaux de bord de la Royal Navy. Après une première étude d'ensemble, il se concentre plus précisément sur l'inconstant pour analyser ce qui est dit de l'évolution des vents et de leur direction. 8 octobre 1816, 18 mois après l'éruption, le navire britannique est pris dans une violente tempête. Ces journaux de bord donnent des relevés sur la température, mais aussi des renseignements sur les vents et la météo. On peut connaître le temps qu'il faisait pratiquement toutes les 2 heures. Donc, pour une seule journée, sur un seul navire, on a une foule d'informations. J'ai réuni 65 000 observations sur la température le long des principales routes commerciales entre l'Angleterre, l'Inde et la Chine. Pour la première fois, Michael Chenoweth sait exactement dans quelle mesure les températures ont chuté à la surface du globe et où le refroidissement a été le plus marqué. Selon lui, la température moyenne sur Terre a baissé de 1,1 degré Celsius, ce qui a suffi à provoquer un changement climatique majeur. Et à certains endroits, la chute a été bien plus brutale. À l'été 1816, on a vu des températures inférieures de 5,5 degrés par rapport à la normale. La Suisse était au cœur du phénomène, mais il a été ressenti sur une bande allant de l'Irlande à l'Angleterre jusqu'au sud-est, en passant par le Benelux. Sur cette carte, les zones en bleu montrent là où le refroidissement a été le plus important. Pour la première fois, nous avons la preuve que le Tambora a affecté les océans et les tropiques, mais aussi l'Europe et l'Amérique du Nord. Il a fait plus froid que jamais. Dans certaines régions d'Europe et au Canada, les températures étaient inférieures à tout ce qu'on a jamais enregistré. Tous les records ont été battus. Ce n'est comparable à rien de ce que nous connaissons dans l'histoire moderne. Aujourd'hui, avec les problèmes de réchauffement climatique planétaire, ces recherches sont d'une grande importance. Elles aideront les climatologues à départager les changements dus à des événements naturels de ceux provoqués par l'homme. Sur les flancs du Tambora, les fouilles d'Haraldur Sigurdsson entrent dans leur 8e semaine et il a localisé un 2e corps. D'après sa posture, il devine comment la victime est morte. Sa reconstitution des faits prend forme progressivement. C'est le 2e corps que nous trouvons dans cette maison. Il était à l'extérieur, près du mur ouest. C'est quelqu'un qui a sans doute voulu s'enfuir pour se réfugier derrière la maison, mais qui a été tué sur le coup par la coulée pyroclastique. La carbonisation du corps est très avancée, bien plus que dans les autres éruptions que j'ai étudiées, y compris celle de Pompéi. Voilà le crâne dont il n'en reste que des fragments. Là, une partie de la cage thoracique. On voit les côtes de chaque côté de la colonne vertébrale. Enfin, des fragments, des os, des jambes étendus là. Il y en a aussi dans le dépôt carbonisé ici. En 35 ans de carrière, Haraldur a déjà analysé de nombreux squelettes, dont ceux de Pompéi. Mais ceux de Tambora sont uniques. La coulée qui les a emportés était plus chaude et plus rapide qu'aucune autre.
Ce que nous avons découvert dans le village de Tambora me rappelle beaucoup ce que j'ai vu à Pompéi. Les gens d'ici sont morts à peu près de la même manière, à cette différence près qu'ici, la température de la coulée pyroclastique était bien plus élevée. Au bout de 3 mois, les fouilles touchent à leur fin. Une seule maison a été exhumée, mais on y a découvert 2 corps. Il reste encore tout un village à explorer et des milliers de victimes sont peut-être encore sous la cendre. N'oublions pas qu'il ne s'agit que d'une seule maison dans tout un village qui devait compter entre 6 et 10 000 habitants. C'est sans doute ici qu'habitait le Raja, le roi de Tambora, et il devait avoir un palais. Il est sans doute là, quelque part, sous les dépôts volcaniques. D'après ce qu'il a découvert, Haraldur peut enfin savoir comment le village de Tambora a été frappé le 10 avril 1815. Au moment de l'éruption, il y avait une personne dans la cuisine, sans doute une femme, qui préparait le repas. Elle a été assaillie par la coulée pyroclastique qui l'a fait tomber par terre et l'a tuée sur le coup, au milieu de tous les ustensiles que nous avons retrouvés dans cette cuisine. Au même moment, une autre personne, peut-être son mari, a couru hors de la maison pour tenter de s'abriter derrière le mur ouest, alors que la coulée venait de l'est. Nous avons trouvé son corps ici, près de la maison, mais lui aussi a été tué et totalement carbonisé. En 1815, cela fait déjà plusieurs années que le Tambora gronde et couve sous terre. C'est pourquoi, au moment de la première explosion, le 5 avril, la population n'y prête aucune attention. Même quand la cendre commence à tomber du ciel, les gens ne quittent pas leur maison. Ils ont l'habitude de dormir dans l'ombre de ce géant bouillonnant. Ensuite, 5 jours plus tard, il y a une plus grande explosion. La colonne de feu atteint 44 km de haut, un record jamais égalé à ce jour. Les habitants n'ont plus que 4 heures à vivre. Ils se sont sans doute demandé si les choses allaient s'améliorer ou empirer. Ils ont eu la réponse vers 10 heures du matin, quand l'éruption a changé du tout au tout. La colonne s'effondre, créant une coulée pyroclastique d'air surchauffé. Dans la ligne de mire de ce torrent brûlant avançant à plus de 150 km/h, les habitants de Tambora n'ont aucune chance. Haraldur Sigurdsson laisse derrière lui toute une civilisation que de futures expéditions devront révéler au monde. Un jour, les flancs du Tambora nous offriront peut-être autant d'informations que le site de Pompéi. Son travail ici est un pas de plus pour mieux comprendre la puissance de la nature. Pour moi, être en présence de ces corps est une vraie leçon d'humilité. Cela me rappelle à quel point nous sommes peu de choses à côté des forces incroyables de la nature. Nous ne passons sur Terre qu'un court instant alors que ce volcan sera encore là dans des millions d'années et entrera en éruption encore et encore.